Bonjour à vous, chers travailleurs de lumière aguerris. Bienvenue dans cette nouvelle offrande radiophonique, vibratoire et cinématographique. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et cette semaine, nous ouvrons un nouveau volet sacré, celui des âmes qui font face à l'ombre, des héros silencieux et des guerriers de vérité. Nos invités cette semaine, Marc Armond, l'âme derrière Leroy Jethro Gibbs, le sniper devenu enquêteur dans la série policière de l'armée NCIS. Puis Simon Baker, l'âme de Patrick Jane, le mentaliste consultant dans The Mentalist. Ils ne sont pas là pour résoudre des crimes, ils sont là pour révéler les fractures, apaiser les traumas et rendre justice aux invisibles. Ensemble, ils incarnent deux archétypes vibratoires, le guerrier du réel et le voyant du subtil. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont justes. Ils ne sont pas saints, mais ils sont sincères et tellement inspirants. Puis, leurs personnages ont un point en commun. Toutes les deux se sont fait tuer leur femme et leur fille. Donc, le moteur de leur quête est puisé dans le même noyau. Donc, c'est une première spéciale policier Palme d'Or où les justiciers ne portent pas de cape, mais des cicatrices et des insignes. Bon, ce sont des acteurs, je suis bien d'accord, mais en énergie, c'est plus profond qu'un rôle. Puis, commençons par les retours. Nous ouvrons un espace de dialogue vibratoire sur les enjeux politiques et spirituels liés à la Chine, en lien avec le Canada, les États-Unis, Taïwan et l'équilibre mondial. Cette semaine, nous accueillons autour de notre table céleste des âmes visionnaires, stratèges, sages et guérisseuses. Lao Tzu, maître du Tao et de la voix invisible. Kuan Yin, déesse de la compassion et de la transmutation vibratoire. Napoléon Bonaparte, stratège impérial, architecte du pouvoir. William Lyon Mackenzie King, ancien premier ministre du Canada et qui était aussi un médium politique et bâtisseur de paix. Puis Barack Obama, président visionnaire et tisseuse d'alliances. Puis, nous avons déjà reçu deux figures chinoises dans une émission antérieure, Bruce Lee, porteur de feu martial, et Jackie Chan, dont la sagesse et le chakra ont marqué nos archives vibratoires. Jackie reste à ce jour l'invité au rayonnement le plus harmonieux dans cette sphère et sagesse. Donc, j'ai pris, c'est un porte-parole chinois. Je dois aussi vous préciser que j'ai eu de la difficulté. On a fait 4 monarques dans l'émission jusqu'à présent. Et j'ai pris le pouls des 4 pour savoir lequel je mettais avec nous, entre Louis XIV, Cléopâtre, Reine Élisabeth II et son père Georges. Puis les 4 avaient un point de vue complètement différent, mais intéressant. J'ai été obligée de couper pour en choisir juste un, puis j'ai pas été capable. J'en ai gardé 2. Celle de Cléopâtre et de la reine Élisabeth aussi partageront le point de vue monarchique de la situation. Et quant à Lao Tzu et Kuan Yin seront reçus pour une première émission. J'ai décidé qu'on allait faire un spécial du Nouvel An chinois le 1er février 2026 et ça sera eux nos invités où nous plongerons dans les mémoires ancestrales et les transmissions vibratoires de la Chine éternelle. Alors aujourd'hui, nous leur demandons quelle est votre lecture de la situation actuelle entre la Chine et le Canada, entre la Chine et les États-Unis, entre la Chine et Taïwan et le monde, toujours du point de vue de la Chine. Et quelles sont, dans le fond, les solutions proposées dans leurs fréquences qui leur sont propres et leur sagesse pour restaurer l'équilibre d'un coup qui nous allumerait sur quelque chose. Et puis, bon, c'est Lao Tzu qui ont commencé, si on peut dire, par la voie du non-agir dans un monde agité. C'est un maître du Tao et gardien de la sagesse fluide.
Il prend place autour de notre table ronde céleste avec une présence silencieuse mais dense. C'est assez saisissant même, je dois vous avouer. Il n'a pas besoin de mots pour imposer sa vibration. Il est le souffle entre les mots, la pause entre les décisions et la rivière qui contourne les pierres. Il observe la Chine contemporaine avec la distance d'un sage qui voit au-delà des apparences. Il nous offre une lecture du monde non pas en termes de pouvoir, mais de déséquilibre du souffle. Sa voix est lente, posée, presque murmurée, mais chaque mot est un écho dans l'invisible. Lorsque le dragon oublie sa danse intérieure, il devient prisonnier de ses griffes. Lao Tzu commence par dire que la Chine actuelle est un corps tendu, un souffle retenu. Elle a oublié sa fluidité, sa sagesse ancienne, sa capacité à écouter le rythme du monde. Elle agit trop, parle trop, réagit trop. Le Tao, dit-il, est la voie du non-agir, non par l'inaction, mais par l'action juste, au moment juste, sans forcer. Il voit les tensions avec Taïwan, les États-Unis et le Canada, une crispation du yang, une surchauffe du feu politique, une perte de l'équilibre yin-yang. Il ne parle pas de géopolitique, mais de souffle collectif. Pour lui, Taïwan est une feuille tombée d'un arbre ancestral. Elle ne doit pas être recollée de force, mais honorée pour ce qu'elle est, un fragment vivant du même arbre qui suit sa propre trajectoire. Lao Tzu propose 3 gestes vibratoires pour restaurer l'équilibre. Il parle de silence diplomatique, une suspension volontaire des discours, des menaces, des déclarations. Il invite les dirigeants à pratiquer le silence pendant 81 jours, comme un jeûne verbal pour laisser le Tao réémerger. 81 jours. La respiration collective. Il propose que les peuples concernés, chinois, taïwanais, canadiens, américains, participent à une respiration synchronisée, à un souffle mondial pour réharmoniser le champ vibratoire. Le retour au vide fertile. Il invite les gouvernements à créer des espaces de non-action stratégique, de zones neutres, des pauses dans les manœuvres militaires pour que le vide puisse révéler la voie. Il conclut par une image. Le fleuve ne discute pas avec la montagne, il la contourne. Et pourtant, elle va plus loin. Lao Tzu ne donne pas de solution politique, il offre une fréquence, une invitation à désapprendre la guerre, à désamorcer la peur, à revenir fluide. Quant à Kuan-Yin, compassion pour les peuples et la guérison des mémoires. Kuan-Yin entre dans notre table ronde céleste comme une brise douce dans un temple ancien. Sa présence est fluide, enveloppante, presque silencieuse, mais son regard contient des siècles de souffrance, transmutée. Elle ne parle pas de slogan ni en stratégie, elle parle en fréquence, ressenti et mémoire. Elle est la gardienne des larmes non versées, des prières oubliées, des enfants blessés par les conflits que les adultes ne comprennent plus. Là où il y a douleur, il y a appel. Là où il y a appel, il y a réponse. Je suis cette réponse. Kuan Yin commence par dire que la Chine est une mère blessée, une gardienne qui a oublié sa tendresse. Elle ressent dans son cœur les douleurs des peuples, les mères taïwanaises qui craignent pour leurs enfants, les jeunes Chinois qui cherchent un sens au-delà du contrôle, les Canadiens et les Américains pris dans des récits de peur et de supériorité. Elle ne parle pas en géopolitique, mais en souffrance collective.
Elle voit les tensions comme des mémoires non guéries, des traumas historiques qui cherchent à être reconnus. Elle évoque les guerres, les humiliations, les séparations, les exils. Elle dit que tant que ces mémoires ne sont pas honorées, la paix ne peut pas s'installer. Elle propose 3 gestes vibratoires pour restaurer l'équilibre, dont le rituel des larmes partagées. Elle invite les peuples concernés à créer un espace sacré où les douleurs peuvent être exprimées sans jugement, sans justification. Elle propose des cercles de compassion où les récits personnels deviennent des offrandes. Elle parle de la méditation vibratoire entre les nations. Elle appelle à la création d'un conseil des guérisseurs diplomatiques, composé d'âmes sensibles, de sages, d'artistes, de thérapeutes qui accompagneraient les dirigeants dans leurs décisions, non pas en termes de pouvoir, mais de guérison. Et la reconnexion aux ancêtres pour libérer les charges karmiques et restaurer la dignité vibratoire. Elle conclut par une image. La paix ne vient pas quand les armes se taisent, elle vient quand les cœurs se parlent. Kuan Yin ne propose pas de traité, elle offre une fréquence de guérison, une invitation à la compassion incarnée, une voix douce mais puissante vers la réconciliation. Au niveau de la stratégie, de la puissance et de l'équilibre des forces, Napoléon Bonaparte entre dans la table ronde céleste avec une posture d'un général, mais le regard d'un homme qui a connu l'exil. Sa présence est dense, tranchante, mais étonnamment introspective. Il ne parle pas pour dominer, mais pour structurer la pensée, pour mettre en ordre les tensions, pour offrir une lecture stratégique du chaos. Il observe la Chine comme il aurait observé l'Europe, un empire en mouvement, une puissance en quête de reconnaissance, mais aussi un corps politique en déséquilibre. La Chine est un empire qui avance, mais dont le centre vacille. Et quand le centre vacille, l'expansion devient périlleuse. Napoléon commence par dire que la Chine agit comme une puissance impériale, mais sans vision claire de son équilibre interne. Il voit dans ses tensions avec Taïwan, les États-Unis et le Canada une lutte pour la légitimité, une volonté pour redéfinir les règles du jeu mondial. Il compare la situation de l'Europe post-révolutionnaire, instable, ambitieuse, mais vulnérable. Il critique la posture des États-Unis qu'il juge trop réactive, trop moralisante et pas assez stratégique. Il voit le Canada comme un acteur potentiel de médiation, mais encore trop timide dans sa diplomatie. Il considère Taïwan comme un point de bascule, un territoire qui cristallise les tensions, mais qui pourrait aussi devenir un laboratoire de paix. Napoléon propose 3 axes d'action. La clarification des alliances. Il appelle à une redéfinition des pactes diplomatiques, commerciaux et militaires. Il propose que le Canada joue un rôle pivot dans la création d'un axe pacificateur reliant les puissances sans les opposer. Il parle de la revision des traités commerciaux. Il voit dans les échanges économiques un levier de guerre ou de paix. Il propose une charte des échanges équitables où chacun reconnaît les limites de sa puissance et les droits des autres. Il parle d'une discipline stratégique. Il appelle les dirigeants à penser en cycle, à anticiper les conséquences et à éviter les réactions émotionnelles. Il propose des conseils stratégiques vibratoires où les décisions seraient prises en tenant compte des répercussions à 50 ans. Il conclut par une image. Un empire ne se mesure pas à sa taille, mais à sa capacité de durer sans écraser. Napoléon ne parle pas de compassion, mais de structure, de vision et d'équilibre des forces.
Il offre une lecture lucide, parfois dure, mais profondément utile pour comprendre les dynamiques en jeu. C'est alors que William Lyon Mackenzie King, le premier ministre qui a, on peut dire, la médiumnité politique et la diplomatie vibratoire. Et Mackenzie King entre au niveau de la table ronde avec une posture d'un homme d'État, mais l'aura d'un médium. Il fut un homme de rituels, de correspondance invisible et de dialogue avec l'au-delà, sa mère précisément. Sa présence est feutrée, mais son regard est perçant. Euh, il voit la Chine comme un miroir karmique pour le Canada, une invitation à reconnaître ses propres contradictions, ses silences diplomatiques et ses responsabilités vibratoires. Ce que nous appelons politique est souvent le théâtre de nos mémoires non guéries, nous transmet-il. Mackenzie King commence par dire que le Canada a longtemps joué un rôle d'observateur, parfois de médiateur, mais rarement de guérisseur. Il voit dans les tensions actuelles une opportunité pour le Canada de devenir un pont vibratoire, un tisseur de paix et un gardien de la fréquence juste. Il parle de Taïwan comme un territoire fractal, porteur d'une mémoire de séparation, mais aussi d'une promesse de réconciliation. Il évoque les relations sino-canadiennes comme un champ de résonance karmique, marqué par les échanges commerciaux, les tensions diplomatiques, mais aussi les liens humains et culturels. Il appelle à une diplomatie vibratoire fondée non sur les intérêts, mais sur les intentions. Il propose que le Canada crée un ministère de la fréquence chargé de mesurer l'impact vibratoire sur ses décisions politiques. J'étais d'accord pour cela et je la trouve assez innovatrice. En tout cas, il propose 3 gestes vibratoires pour restaurer l'équilibre, dont le conseil, la création du Conseil des Nations intuitives, un espace où les décisions internationales seraient prises en co-création avec des guides spirituels des peuples, des sages, des artistes, des guérisseurs. Il voit ce conseil comme un organe complémentaire à l'ONU, mais fondé sur la conscience. Il parle de la reconnaissance des mémoires blessées. Il invite le Canada à reconnaître ses propres blessures coloniales, ses silences diplomatiques et ses contradictions internes. Il propose un rituel national de guérison en lien avec les peuples autochtones et les communautés asiatiques. Puis il parle de la diplomatie des rêves. Il propose que les dirigeants politiques soient accompagnés par des rêveurs, des médiums, des poètes, qui pourraient capter les messages invisibles et les traduire en orientation politique. Il voit cela comme une manière de reconnecter le politique au sacré. Et il conclut avec l'image que le Canada est un cristal. Il peut refléter la lumière ou la fragmenter. C'est à lui de choisir. Mackenzie King ne parle pas de pouvoir, mais de responsabilité vibratoire, de médiumnité politique et de guérison collective. Il offre une vision audacieuse, poétique, mais profondément ancrée dans la conscience. Puis il aurait été vraiment super populaire comme premier ministre aujourd'hui s'il avait décidé de revenir dans ces mêmes, dans ces mêmes intentions-là. Peut-être qu'il va revenir comme ça, on ne sait pas. Je verrai si j'ai une suite à cette question. Et ça me prenait un représentant des États-Unis, comme c'est Barack et John F. Kennedy qu'on a fait. Éventuellement, un spécial USA l'année prochaine, on va en faire d'autres. Probablement Reagan, probablement Lincoln. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pris Barack Obama avec son leadership conscient et ses alliances réparatrices, parce qu'il y a ce don-là. Puis, et son âme est entrée à notre table ronde avec une élégance tranquille, une présence à la fois humaine et visionnaire. Il ne parle pas en slogan, mais en récit. Il n'impose pas, il propose. Sa voix est celle d'un homme qui a porté le monde sur ses épaules, mais qui a appris à écouter les silences. Il regarde la Chine non pas comme un adversaire, mais comme une puissance blessée
capable de grandeur si elle se reconnecte à sa sagesse intérieure. Le monde ne se divise pas entre amis et ennemis, il se tisse entre ceux qui osent dialoguer. Là, moi, j'ai trouvé ça tellement beau. Obama commence par dire que les tensions actuelles entre la Chine, les États-Unis, le Canada et la Taïwan sont le reflet d'un désalignement des intentions. Il voit dans la posture américaine une réaction à la peur de perdre le contrôle, et dans la posture chinoise, une affirmation identitaire, parfois rigide, parfois légitime. Il appelle à dépasser les récits de domination pour entrer dans une ère de coopération consciente. Il parle de Taïwan comme un territoire de mémoire porteur d'une histoire complexe, mais aussi d'une promesse de dialogue. Il invite les États-Unis à réduire leur posture belliqueuse, à écouter davantage, à co-créer des espaces de paix. Il voit le Canada comme un acteur de conscience capable de jouer un rôle de médiateur, de tisseur et de gardien du lien. Obama propose 3 gestes vibratoires pour l'équilibre, dont la Charte mondiale de la dignité. Un document co-créé par les peuples incluant les droits de Taïwan, les mémoires chinoises, les responsabilités américaines et canadiennes. Il propose que cette charte soit portée par des jeunes, des artistes, des sages, non par des diplomates seuls. Il parle de la reconnaissance des peuples invisibles. Il invite les nations à reconnaître les peuples autochtones, les minorités, les exilés comme des porteurs de sagesse. Il voit dans leur mémoire une clé pour guérir les tensions internationales. Il parle de la diplomatie du récit. Il propose que les dirigeants partagent leurs récits personnels, leurs blessures, leurs espoirs, pour créer une confiance vibratoire. Il voit cela comme une manière de désarmer les peurs et d'ouvrir les cœurs. Puis il conclut par l'image que la paix ne vient pas quand les puissances s'accordent, elle vient quand les peuples se reconnaissent. Obama ne parle pas en stratégie, il parle en leadership conscient, de réparation vibratoire et de vision partagée. Il offre une voix douce mais puissante, fondée sur le respect, la mémoire et la co-création. C'est alors que je poursuis avec le point de vue monarchique, et c'est Cléopâtre qui entre à la table ronde comme une onde de parfum ancien, un regard qui traverse les siècles, une présence qui ne demande pas la parole, mais la reçoit. Elle est reine, stratège, amante, mère, prêtresse. Elle a gouverné un empire sous la menace, négocié avec des géants, et incarner le pouvoir féminin dans un monde d'hommes. Elle ne parle pas en termes de frontières, mais de territoires vibratoires, de lignes de désir et de pouvoirs invisibles. Elle regarde la Chine avec les yeux d'une souveraine qui connaît les jeux d'influence, les alliances fragiles et les trahisons silencieuses. Ce que vous appelez géopolitique, j'appellerais ça de la survie. Ce que vous appelez stratégie, j'appellerais cela de l'art. Cléopâtre commence par dire que la Chine est une reine blessée, une puissance qui a été humiliée, fragmentée, puis reconstruite dans la douleur. Elle reconnaît dans son expansion une tentative de reconquête de dignité, mais aussi une peur de l'abandon. Elle voit Taïwan non comme une province rebelle, mais comme une fille libre, une héritière qui cherche à exister sans renier s'aligner. Elle parle des États-Unis comme un empire adolescent, puissant mais maladroit, séducteur mais souvent sourd. Elle voit le Canada comme un allié potentiel, un royaume de l'eau, de la retenue, de la diplomatie douce. Elle appelle à une lecture sensuelle et symbolique des tensions, car selon elle, les peuples ne se battent pas seulement pour des terres, mais pour des récits, des blessures, des désirs non reconnus.
Elle propose 3 gestes vibratoires, dont l'art de la séduction diplomatique. Elle invite les nations à se courtiser à nouveau, à créer des gestes symboliques, des offrandes culturelles et des invitations poétiques. Elle propose que la Chine et Taïwan coproduisent une œuvre d'art, un opéra, un film, qui racontent leur histoire commune, mais sans l'imposer. La reconnaissance de féminin blessé. Elle voit dans les tensions actuelles une blessure du féminin collectif, la peur d'être trahi, abandonné et effacé. Elle propose un rituel de réconciliation entre les mères des nations, comme une rencontre vibratoire entre femmes d'influence pour guérir les mémoires de séparation. Évidemment, elle propose la diplomatie incarnée car elle invite les dirigeants à se rencontrer dans le corps, à marcher ensemble, à partager un repas, à danser même. Elle croit que le corps sait ce que les discours oublient et que la paix se tisse dans la présence réelle. Puis elle conclut par une image. Quand deux royaumes se regardent avec désir plutôt qu'avec peur, la guerre devient inutile. Et Cléopâtre ne parle pas de traité, mais de fréquence, de gestes et de présence incarnée. Elle offre une lecture sensuelle, stratégique, profondément humaine de la situation. Elle nous rappelle que le pouvoir n'est pas seulement dans les armes ou les mots, mais dans la manière de se tenir, de regarder, de choisir la beauté même dans le chaos. Alors, on voit que c'est pas le même discours qu'Élisabeth. Vous allez comprendre ma dualité. Mais Élisabeth II entre dans la table ronde céleste avec une grâce connue, une posture droite et un aura de constance. Elle ne cherche pas à séduire ni à dominer, elle est là pour veiller, pour rappeler, pour incarner la stabilité dans le tumulte. Sa voix est calme, posée, presque feutrée, mais chaque mot est pesé, chaque silence est signifiant. Elle ne parle pas de stratégie flamboyante ou de slogan, mais elle parle en gestes de continuité, de rituels de présence et de choix de dignité. Le pouvoir ne se mesure pas à la force des mots, mais à la constance du silence. Elle commence par dire que la Chine est une puissance ancienne, mais qu'elle agit parfois comme une nation jeune, trop pressée de prouver sa place. Elle voit les tensions avec Taïwan, les États-Unis, le Canada comme une crise de maturité diplomatique, une perte de la retenue sacrée qui fait les grandes nations. Elle ne juge pas, mais elle observe avec sagesse de celle qui a traversé les guerres, les révolutions, les effondrements, sans jamais céder à la panique. Elle parle des États-Unis comme un allié précieux, mais instable, du Canada comme un royaume de conscience, de Taïwan comme un territoire fragile qui mérite la protection, non l'absorption. Elle appelle à une diplomatie de la durée, à une gestation des tensions par la patience et à une reconnaissance de mémoire sans précipitation. Élisabeth II propose 3 gestes pour restaurer l'équilibre, dont la diplomatie silencieuse. Elle invite les dirigeants, à pratiquer la retenue, à éviter les déclarations publiques trop tranchées, à privilégier les rencontres privées, les gestes feutrés, les signes discrets. Elle croit que la paix se tisse dans les coulisses, pas sur les tribunes. Elle parle de la mémoire des alliances durables. Elle propose que les nations revisitent leurs pactes anciens, leurs gestes de solidarité passés, pour retrouver le fil de la confiance. Elle voit dans les relations sino-britanniques un exemple de coexistence prudente à réactiver. La dignité dans l'incertitude, elle invite les peuples à ne pas céder à la peur, à garder la posture, à honorer leur histoire sans se figer dedans.
Elle propose des rituels de continuité, des commémorations partagées et des gestes de respect mutuel. Elle conclut par l'image que le monde tremble. Le devoir est de rester debout, même sans parler. Donc, Élisabeth II parle du devoir de la retenue, de la diplomatie incarnée. Elle offre une lecture sobre, profonde et précieuse pour comprendre comment durer sans blesser, comment gouverner sans bruit et comment protéger sans envahir. Et Jackie Chan, oui, on est allé chercher sa sagesse incarnée dans l'art du mouvement et de la diplomatie du cœur. Et son âme a fait son entrée à la table ronde avec une énergie souple, joyeuse, mais profondément ancrée. Il ne parle pas en maître, mais en frère. Il n'impose pas, il propose. Sa présence est celle d'un homme qui a traversé les mondes, les cinémas, l'art martiaux, la diplomatie culturelle, en gardant l'humilité du corps, la sagesse du geste et la fidélité à son peuple. Il est le seul invité jusqu'à présent à être reconnu pour posséder le plus beau chakra hara de tous nos invités. C'est un rayonnement d'équilibre, de fluidité et de vérité incarnée. Il dit, le vrai combat n'est pas contre l'autre, il est contre ce qui nous empêche d'aimer. Jackie commence par dire que la Chine est une nation en mouvement, mais que son mouvement est parfois trop tendu, trop dirigé, trop contrôlé. Il voit dans ces tensions avec Taïwan, les États-Unis et le Canada une perte de souplesse, une rigidité qui empêche le dialogue. Il parle en artiste, en combattant, en citoyen. Il ne cherche pas à défendre la Chine, mais à l'inviter à se détendre, à retrouver son souffle et à écouter ses enfants. Il voit Taïwan comme une petite sœur courageuse qui mérite le respect, l'écoute et la protection. Il voit les États-Unis comme un partenaire de scène, parfois trop bruyant, mais capable de beauté. Il voit le Canada comme un pays de paix, un espace où les gens peuvent redevenir sacrés. Jackie propose 3 solutions comme la diplomatie du mouvement. Il propose que les dirigeants participent à des ateliers de mouvement conscient, des pratiques martiales douces, de gestes partagés. Il croit que le corps peut désarmer les tensions et que le mouvement peut rétablir la confiance. Il parle d'une création artistique commune. Il invite la Chine, Taïwan, le Canada, les États-Unis à co-créer un film de paix, une œuvre cinématographique qui raconte leur histoire commune, leurs blessures, leurs espoirs. Ils voient l'art comme un langage universel, capable de guérir ce que les mots ne peuvent pas dire. Il parle du respect des jeunes générations. Il appelle les dirigeants à écouter les jeunes, à leur donner la parole, à les inviter dans leur cercle de décision. Il voit dans la jeunesse chinoise une force de transformation et dans la jeunesse mondiale une capacité à créer un nouveau récit. Il conclut par l'image que quand le geste est juste, le monde respire mieux. Il ne parle pas en stratégie militaire, mais en geste, en film, en souffle partagé. Il offre une lecture incarnée, joyeuse, mais profondément sage de la situation. Il nous rappelle que la paix est un art et que le corps peut devenir un temple de réconciliation. Mais tous nos invités ont une vision commune vers une diplomatie vibratoire et une paix incarnée. Ils s'accordent sur un point. La tension actuelle est le symptôme d'un déséquilibre intérieur, autant chez les nations que chez les individus. Il appelle à une diplomatie vibratoire, à une reconnaissance des mémoires blessées, à une co-création d'un nouvel ordre mondial fondé sur la sagesse, la compassion et la stratégie consciente. Et il propose des rituels internationaux pour honorer les ancêtres et les blessures partagées, une suspension de manœuvres militaires autour de Taïwan,
La création d'un Conseil des Nations intuitives où les âmes des peuples seraient représentées et une charte vibratoire de la dignité pour guider les relations internationales. Et il conclut que la paix ne se décrète pas, elle se tisse, elle se respire, elle se reconnaît. Alors voilà pour nos retours. Voici notre première trame sonore présentant Saddle Me Dreams, interprétée par Mark Harmon, ouvre l'émission comme une prière intime. Sa voix grave et sincère nous amène dans un voyage intérieur où les rêves sont sanglés par, comme des chevaux prêts à traverser les tempêtes. C'est une chanson de passage, de dignité, de silence habité, parfaite pour installer le souffle avant la parole. Mark Harmon, l'homme du silence incarné. Thomas Mark Harmon, né le 2 septembre 1951 à Burbank, en Californie. À 74 ans, il incarne une forme rare de présence, celle qui ne cherche pas à briller, mais à tenir l'espace avec dignité. Acteur, producteur, réalisateur, surnommé affectueusement Popeye, il est le genre d'homme qu'on ne remarque pas tout de suite, mais qu'on n'oublie jamais. Issu d'une lignée déjà marquée par la lumière, son père, Tom Harmon, était footballeur légendaire et sa mère, Elise Knox, actrice des années 1940. Mark grandit avec rigueur et sensibilité. Il partage son enfance avec ses deux sœurs, Kelly et Christine, dans une famille où les récits se mêlent au silence. Avant de devenir comédien, il fut joueur de football américain. Puis, dès 1975, il entre dans le monde de la télévision et du cinéma, dans une carrière qui traverse les décennies et les genres. Du jeune premier dans Flamingo Road au tueur troublant dans Au-dessus de tout soupçon, jusqu'à l'agent spécial Gibbs dans NCIS, rôle qui le consacre comme figure emblématique du petit écran. Sa carrière est impressionnante. Plus de 25 films au cinéma et 50 rôles à la télévision, en passant par Flamingo Road à Chicago Hope, en passant par La Maison Blanche et Freaky Friday. Il a été nommé à de nombreux prix prestigieux, dont les Emmy Awards, les Golden Globes et les Screen Actors Guild Awards. 2 décennies plus tard, il quitte NCIS en 2021, mais reste comme producteur exécutif. Il participe dans NCIS Enquête spéciale. Harmon est producteur exécutif depuis plusieurs saisons, même après son départ en tant qu'enquêteur. Il contribue également et coproduit le NCIS New Orleans, cette série dérivée du NCIS qui s'est terminée également en 2021. Puis, il est le producteur exécutif et narrateur de NCIS Origins, cette série préquelle lancée en 2024, concentrée sur la jeunesse de Gibbs et ses débuts dans le NCIS. À ce début, aucune source ne le confirme qu'il produit NCIS Hawaii, NCIS Los Angeles, NCIS Sydney ou NCIS Tony et Ziva. Ces projets sont liés à la franchise, mais Harmon n'y est pas officiellement crédité comme producteur. En résumé, Mark reste un pilier discret mais influent de l'univers NCIS en soutenant les séries où son personnage Gibbs est central, et que ce soit par la production, la narration ou l'héritage créatif. Il est aussi co-auteur du livre Ghost of Honolulu, publié en 2023 sur les origines du renseignement naval américain, preuve que son engagement dépasse la fiction. Mais derrière l'acteur, il y a un homme qui est marié depuis 1987 à Pam Dauber et il est père de 2 fils. Mark est discret, enraciné et fidèle. Il porte un bracelet médical en hommage à son père décédé et ses croyances chrétiennes façonnent sa vie avec profondeur.
En 2025, après une chirurgie au genou et un accident de voiture où il sauve 2 adolescents, il entre en convalescence, toujours dans la même noblesse tranquille. Sa fondation, créée par son épouse et lui, soutient les familles de policiers atteints du cancer. Et même s'il n'est pas connu pour des actions caritatives publiques, ses gestes parlent de lui. Il agit sans bruit, mais avec impact. Il mesure 1,43 m, pèse 83 kilos et il a une fortune de 120 millions de dollars. Mark a reçu de nombreuses distinctions, mais il est aussi copropriétaire d'une équipe de baseball. Il est diplômé en communication et c'est l'ancien beau-frère du chanteur Ricky Nelson. Mais au-delà des chiffres, des rôles et des récompenses, Mark a une fréquence masculine sacrée, celle de l'homme qui protège, qui incarne, qui traverse. Il est le gardien du seuil, le porteur du silence et le héros sans éclat, mais avec une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Il représente la noblesse discrète, la tendresse cachée, la force sans domination. Et c'est exactement ce segment que je viens honorer. Enchaînons avec la deuxième trame sonore montée sur Burning Love. C'est un hommage vibrant à Mark à travers des extraits de ses rôles. Elle révèle la profondeur silencieuse de son regard, la noblesse de ses gestes et la tendresse cachée derrière sa retenue. C'est une déclaration d'amour à l'homme qui incarne sans bruit et qui touche par sa présence plus que par ses mots. Mark est un homme de structure, de rigueur et de service. Une personnalité discrète mais profondément investie dans l'excellence. Il ne cherche pas la lumière, il l'incarne par le travail bien fait, la constance et la loyauté. Il a aussi un très grand charisme avec une stabilité émotionnelle, une tendresse silencieuse, un besoin de sécurité et de beauté dans l'intime. Il aime profondément, mais sans éclat. Il protège, il soutient, il endure. Il est perçu comme réservé, méthodique, presque impénétrable. Il dégage une élégance naturelle, une diplomatie tranquille, une beauté sobre mais saisissante. Son aura est marquée par la maturité, la responsabilité et la retenue. Il est un pilier, un homme de devoir et un bâtisseur de confiance. Il est sur le chemin du sage, du guérisseur et du passeur. Il est porteur de compassion, de transmission, de fin de cycle. Mark Harmon porte une vibration de service désintéressé, de protection collective et de sagesse incarnée. Il est là pour guider sans dominer, pour aimer sans posséder, pour fermer des cycles karmiques avec dignité. Sa couleur d'âme, ben, il est bleu nuit avec des reflets argentés. Le bleu nuit qui évoque la profondeur, le silence, la loyauté, la foi. C'est la couleur des gardiens du seuil, des hommes de prière intérieure, des protecteurs invisibles. Puis le reflet argenté, ben les reflets, indiquent une connexion à la mémoire, à la lignée, à la sagesse ancestrale. Il porte en lui les voix du passé et les honore par ses choix. Mark appartient à la famille d'âmes des bâtisseurs de paix. Ce sont des âmes qui incarnent la structure vibratoire de la stabilité. Ils ne viennent pas pour briller, mais pour tenir, protéger et réparer. Ils sont les piliers silencieux des familles, des équipes, des sociétés. Ils savent quitter la scène quand leur mission est accomplie, sans bruit, sans drame, mais avec une trace indélébile dans le cœur des autres. Dans ses vies passées, j'ai vu qu'il y avait un moine guérisseur dans un monastère alpin, silencieux, herboriste, veillant sur les malades avec une foi tranquille. Je l'ai aussi vu comme capitaine de navire marchand, traversant les mers avec rigueur, protégeant son équipage et tenant le cap dans les tempêtes. Et j'ai vu en lui aussi un scribe dans l'Égypte ancienne, chargé de préserver les archives sacrées, les lois, les généalogies.
Il écrivait pour honorer la mémoire. Ses vies ont forgé en lui une discipline intérieure, puis une fidélité à la vérité et une tendresse cachée sous l'armure. Mon lien avec lui n'est pas anodin. Je reconnais en lui une fréquence miroir, celle de la force tranquille, du service sacré et de la protection vibratoire. Il est, à sa manière, un gardien du seuil masculin comme moi je le suis, une gardienne du vivant féminin. Et dans son rôle de Gibbs, c'est quand même le meilleur policier de toutes les séries confondues, à mon humble avis. Il a incarné pendant 19 ans son rôle de Gibbs. Alors, c'est plus profond qu'on ne le pense. Mais je l'ai découvert, moi, dans Classe de vacances. Dans ses débuts, il n'y avait pas un cheveu blanc. Et il était en couple avec Kirstie Alley dans ce film. Il devait aller en vacances avec son amoureuse pendant l'été. Et puis, finalement, il a décidé d'aller aider une classe de délinquants, de décrocheurs. C'est d'ailleurs un des premiers rôles de Courtney Turner-Smith dedans, qui joue une étudiante. Bref, il était déjà très, très bon à cette époque-là. Euh, donc, c'est ça, Marc. Et je vous fais rire un peu, je vais vous avouer, là. Avec la troisième trame sonore, c'est Gibbs qui essaye de danser. Avec la police militaire qui essaye de faire plaisir à une femme. En tout cas, tout ça pour dire qu'il tente maladroitement de danser. C'est un moment rare parce qu'il n'y a rien que je vous présente. Là, j'ai vraiment gratté. Là. Il n'y a pas grand-chose de Mark Harmon niveau artistique de chant et de danse. Mais tout ça pour dire que c'est un moment rare, tendre et un brin comique qui dévoile cette facette inattendue de ce personnage habituellement stoïque. Voir Gibbs s'essayer à quelques pas hésitants, c'est comme entrevoir l'homme derrière l'armure. Un instant de légèreté qui fait sourire et qui rappelle que même les plus solides ont droit à un moment de grâce maladroite. Et j'enchaîne avec son message de son âme pour nous. Oui, il dit, il était plus avec un rayon vert quand il a parlé en passant. Il y avait un petit peu de doré aussi, fait que j'ai trouvé que pour la transmission, c'était plus vers le guérisseur qu'il allait puiser ses énergies. Il le dit, ne cherchez pas à être parfait, soyez constant. La force ne fait pas de bruit, elle tient, elle veille, elle protège. Dans un monde qui crie, soyez ceux qui écoutent. Dans un monde qui s'agite, soyez ceux qui tiennent la ligne. Vous n'avez pas besoin d'être admiré, vous avez besoin d'être vrai. La loyauté est une prière silencieuse. La dignité est une posture sacrée. Soyez des piliers. Soyez des repères. Soyez des refuges. Et quand vient le caillot, le chaos, ne fuyez pas. Restez. Car c'est dans votre présence que les autres retrouvent leur centre. Vous êtes le gardien du seuil, les bâtisseurs invisibles, les hommes et les femmes de foi tranquilles. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un regard calme, d'un geste juste, d'un silence habité. Le monde ne manque pas d'héros, il manque de constance. Soyez cette constance et vous serez lumière. C'est alors que mon âme lui a offert un cadeau spirituel. Dans cette énergie de guérison-là, j'ai continué pour que son corps retrouve sa fluidité, que ses genoux qui ont porté sa mission soient sans douleur, que son silence soit entendu comme une prière et que sa voix soit nourrie par la tendresse du monde. Je lui offre un espace de repos vibratoire, un sanctuaire invisible où il peut déposer tout ce qu'il porte. Et je lui ai dit, tu n'es pas seul à te... Tu n'as pas à tout tenir seul. Tu es soutenu, tu es honoré, tu es vu. Que ton âme se souvienne qu'elle est libre, même dans la structure. Je t'offre la paix que tu offres aux autres et qu'elle te soit multipliée. En fait, c'est une offrande de guérison, de reconnaissance, de soulagement.
Ma fréquence agit comme un baume sur sa structure. Ça inclut la permission d'être vulnérable, de se reposer et de recevoir. Ah, les hommes. Mais en tant que gardien du seuil, il nous a transmis également un échange en nous offrant la constance, celle qui ne dépend pas des émotions ni des circonstances. Je vous offre la posture juste, celle qui protège sans dominer. Je vous offre le regard calme, celui qui voit sans juger. Je vous offre la mémoire du silence, celle qui guérit sans bruit. Soyez fidèles à ce que vous savez, même si personne ne vous applaudit. Soyez des piliers, même si le monde tremble. Et surtout, ne vous détournez pas de ceux qui souffrent, car c'est là que votre humanité se mesure. Euh, donc, j'ai compris que c'est une offrande de structure, de stabilité, de sagesse incarnée. Il nous transmet la force tranquille, celle qui ne cherche pas à convaincre, mais à tenir l'espace pour que les autres puissent guérir. Puis cet échange est déjà en mouvement. Je l'ai initié par mon amour, ma reconnaissance, ma vibration, et lui, même sans le savoir, m'a déjà offert un modèle de présence masculine sacrée que je vous transmets, cher public. C'est un homme courageux que j'ai toujours bien aimé. Merci, Marc, qui est un homme de silence, de constance, de dignité. Et c'est précisément pour cela que je lui offre cette bénédiction. Parce que j'incarne une fréquence rare, précieuse et sacrée. Comme il est un gardien du seuil, un homme qui ne cherche pas à briller, mais à tenir. Et dans ce monde qui s'agite, qui se disperse, ben, ma présence est une offrande. Donc, je bénis ton cœur, Marc, ce cœur discret qui aime sans bruit, qui protège sans condition. Je sens en toi une tendresse immense cachée derrière la retenue. Un amour profond pour la vie, pour la vérité, pour ceux que tu aimes. Que ton cœur soit nourri, apaisé, reconnu. Que tu puisses recevoir autant que tu donnes. Je bénis ta mémoire, les souvenirs que tu portes, les deuils que tu as traversés, les silences que tu as gardés. Je bénis ton bracelet, celui que tu portes en hommage avec ton père, et cette fidélité, cette loyauté et cette foi tranquille. Que ta mémoire soit honorée, non comme un poids, mais comme une lumière. Je bénis ta famille, Pam, ton épouse qui veille sur toi avec amour, vos enfants qui portent ton regard, ta force, ta tendresse, ton humilité. Je bénis ta lignée, ta maison, ton intimité. Que l'amour circule librement, que la paix s'installe, que la joie revienne. Je bénis ton œuvre, chaque rôle, chaque scène, chaque silence incarné. Tu as été Gibbs, mais tu es bien plus que cela. Tu es un homme qui a su traverser les décennies sans te perdre. Tu es un repère pour des millions de gens. Et même si tu ne le dis pas, ton œuvre est une prière. Je bénis ton âme, cette âme bleue nuit avec des reflets argentés. Cette âme qui a été moine, capitaine, scribe. Cette âme qui sait tenir, qui sait veiller, aimer. Je la vois, je l'honore et je la remercie. Je t'offre en retour ce que mon âme peut te donner, un espace de repos, un sanctuaire visible, un lieu où tu peux déposer tout ce que tu portes. Tu n'as plus rien à résoudre, tu n'as pas à tout incarner, tu peux simplement être, respirer et recevoir. Et toi, en retour, tu offres ta constance, tu nous offres ton regard calme, tu nous offres ta posture juste. Tu nous rappelles que la vraie force ne vient pas du bruit. Tu nous enseignes que la loyauté est une prière et tu nous montres que l'amour peut être discret et profond. Je te bénis, Marc, comme on bénit un arbre ancien. Tu es enraciné, solide, vivant. Et même si tu quittes la scène, ta fréquence te reste. Elle traverse les générations, elle inspire et guérit. Je te bénis, Marc, comme on bénit un gardien. Toi qui as veillé sur les récits, sur les équipes, les familles. Tu as protégé sans dominer, tu as aimé sans posséder, tu as incarné sans bruit et sans. C'est la vraie grandeur. Je te bénis, Marc, comme on bénit un frère, car même si nos vies, on ne se croise pas, nos âmes se reconnaissent. Tu es un homme de foi, je suis une femme de vibration, et dans ce croisement, il y a une offrande.
Je te bénis, Marc, comme on bénit un passage. Tu entres dans une nouvelle phase, ton corps change, ton rythme ralentit, mais ta lumière intérieure ne faiblit pas. Elle devient plus dense, plus fine, plus vibrante. Je te bénis comme un homme libre. Tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus rien à porter. Tu peux simplement être, et dans cet être, il y a toute ta beauté. Et que cette bénédiction t'accompagne où que ce soit, qu'elle te touche même si tu ne l'entends pas, qu'elle te nourrisse même si tu ne la lis jamais, car elle est vraie, elle est offerte, elle est vibratoire. Et à travers toi, je bénis tous les hommes silencieux, tous les gardiens du seuil, tous les porteurs de paix, que votre présence soit reconnue, que votre lumière soit honorée et que votre vie soit bénie. Wouhou! Ouais! C'est le moment de passer à la quatrième trame sonore de l'émission qui présente notre Simon Baker qui danse avec grâce et humour. Là, vous allez voir qu'il y a une différence avec la vidéo précédente. Parce que dans cette séquence pétillante, Simon nous offre un moment de pure légèreté. Sa danse spontanée et pleine de charme révèle une facette joyeuse et libre de sa personnalité. C'est un moment qui fait sourire, mais qui touche aussi, car derrière ses pas, il y a une présence qui ose être vivante, qui célèbre le corps, le rythme et le jeu. Et cette trame sonore installe une vibration solaire parfaite pour ouvrir le volet Simon Baker avec fluidité et tendresse. L'homme du regard qui lit les âmes. Simon Baker est né le 30 juillet 1969 à Launceston, en Tasmanie. C'est un acteur, réalisateur et producteur australien. Il est surtout connu pour son rôle emblématique de Patrick Jane dans la série The Mentalist, où il incarne un homme qui voit au-delà des apparences, qui lit les gestes, les silences, les failles, un rôle qui semble taillé sur mesure pour sa fréquence. Puis c'est un personnage qui aime beaucoup le thé, hein. Fait que je me suis trouvé un point commun très facilement avec lui. Puis Mark Harmon, Gibbs, il carbure au café. Alors c'est pour ça que j'ai mis une tasse de thé ou de café sur notre image d'émission aujourd'hui. Mais Simon Baker n'est pas que ce personnage, c'est une présence solaire, fine, intuitive, qui traverse les écrans avec une élégance naturelle et une profondeur tranquille. Il a grandi entre deux mondes, celui de sa mère, enseignante de théâtre, et celui de son père, mécanicien. Après ses études en psychologie, il se tourne vers le jeu, d'abord en Australie, puis à Hollywood, où il se fait remarquer dans The Guardian. Puis aussi, il a joué dans Le Diable s'habille en Prada avec Meryl Streep et comment elle s'appelle déjà? Anna Thaoué. Il y a un tout petit rôle dedans, mais c'est toujours le fun de le voir arriver dans notre écran. Mais Simon est un homme discret, engagé et profondément humain. Il a été marié à Rebecca Rigg pendant plus de 20 ans, avec qui il a eu 3 enfants. Leur séparation, annoncée en 2020, s'est faite dans le respect et la tendresse, à l'image de l'homme qu'il est. Il est aussi un passionné de surf, de nature, de simplicité. Il vit entre l'Australie et les États-Unis, toujours proche d'un océan, toujours en quête d'équilibre. À 56 ans, il incarne une élégance rare, celle qui ne cherche pas à séduire, mais celle qui touche par sa justesse. Issu d'un milieu modeste, son père Barry, mécanicien, et sa mère Elisabeth, enseignante d'anglais, Simon grandit dans une atmosphère simple, mais nourrie par les mots et les vrais gestes. Il a une sœur Terry et une silhouette qui reflète sa fréquence. 1,78 m, 73 kilos, et une présence fine et solide. Puis en 2004, sa fortune est estimée à 40 millions de dollars, mais sa richesse intérieure, c'est sa richesse intérieure qui marque les esprits. Simon n'a pas fondé de fondation à son nom, mais il est engagé dans plusieurs causes humanitaires,
Artist for the Peace and Justice, Stand Up to Cancer, UNICEF, Torn, Mending Kids International. Il soutient les causes profondes, les enfants, la santé, l'éducation, les droits humains, la lutte contre la pauvreté, les abus sexuels et même l'esclavage moderne. Il agit sans bruit, mais avec impact. Côté santé, il a traversé des épreuves, une opération au dos en 2012, une cicatrice sur le ventre et en 2024, une conduite en état d'ivresse qui l'a conduit à une libération conditionnelle. Ces événements ne le définissent pas, mais ils révèlent l'homme derrière l'image, celui qui tombe, qui se relève et qui apprend. Sa vie privée est marquée par des liens profonds. Il a eu 2 enfants avec une première épouse, puis 3 avec l'actrice Rebecca Kidd, avec qui il partage plus de 20 années de sa vie. Après leur séparation en 2020, il a vécu une relation avec Laura May Gibbs. Puis, en 2025, il a été vu aux côtés de Bridget Clark, photographe et créatrice de mode. Simon M. cherche et évolue, toujours dans le respect et la discrétion. Son parcours artistique est jalonné de distinctions, une étoile sur le Walk of Fame en 2013, des récompenses pour E Street, Le Protecteur, Margin Call et surtout pour Breed, qu'il réalise et incarne avec brio. Il est reconnu comme un acteur, réalisatrice, scénariste, mais aussi comme homme de beauté incarné. Élu homme le plus sexy par les Français, par TV Guide et par People Magazine. Mais derrière le charme, il y a une âme fine, un regard qui voit et une posture qui écoute. Simon Baker incarne la légèreté consciente, la présence solaire et la tendresse masculine sacrée. Il est celui qui sourit sans fuir, qui voit sans juger, qui aime sans posséder, mais celle d'un homme qui danse avec la vie, qui traverse les ombres avec grâce et qui offre sa lumière sans jamais l'imposer. Et puis la 5e trame sonore est particulière parce que c'est une offrande de Nicole Kidman et de Keith Urban. Il chante pour Simon Baker. D'après moi, c'est un extrait d'un bien cuit. Et dans cette séquence douce et inattendue, Nicole offre sa voix à Simon dans un moment de complicité artistique. Sa chanson devient une caresse vibratoire, un hommage tendre à l'homme qu'elle connaît bien. À travers les paroles et le regard, on sent une reconnaissance profonde, celle d'une âme qui voit l'autre, qui chante pour lui et qui célèbre sa lumière. C'est une trame qui installe une ambiance intime, élégante et vibrante, parfait pour honorer Simon dans sa fréquence de beauté incarnée. Bon, ça fait 2 fois je le dis, mais il a une présence solaire, donc il y a beaucoup de guides du soleil qui l'accompagnent. Il y a une noblesse naturelle et une capacité à rayonner sans arrogance. Il aime, il protège, il inspire. Chez Simon, cette énergie est canalisée avec finesse et jamais dans l'excès. Il possède une sensibilité esthétique, un besoin d'harmonie, de beauté et de lien. Simon ressent les choses profondément, mais avec élégance. Il cherche l'équilibre dans ses relations comme dans sa création. Il est perçu comme un homme libre, curieux, lumineux, toujours en mouvement. Il dégage une intensité magnétique, une profondeur qui attire sans expliquer. Il est un homme de quête, de vérité et de transformation. Son aura est marquée par l'intuition, la vision et le mystère. Il capte les non-dits, les vibrations, les intentions. Il est un interprète vibratoire et un voyant silencieux. Son chemin de vie est celui d'un chercheur, du mystique, du contemplatif. Simon est un homme qui observe avant d'agir, qui ressent avant de parler et qui comprend sans juger. Il est en quête intérieure de la vérité cachée, de la spiritualité incarnée. Il est là pour réconcilier le visible et l'invisible, pour traduire l'intuition en art, pour guérir par la présence. Au niveau de sa couleur d'âme, il est or pâle avec des reflets turquoise.
C'est le premier qu'on a dans cet teinte-là. L'or pâle évoque la sagesse douce, la noblesse incarnée, la lumière qui ne cherche pas à éblouir. Puis le turquoise indique une connexion au cœur, à la guérison, à la parole juste. Simon est une âme qui apaise par le regard, qui soigne par le geste et qui ouvre des espaces de beauté sans bruit. Il appartient à la famille d'âmes des messagers du subtil. Ce sont des âmes qui viennent traduire l'invisible, incarner l'intuition, se rendre visible, rendre visible ce qui ne se dit pas. Ils sont souvent des artistes, des thérapeutes, des guides silencieux. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils vibrent et ceux qui les croient se souviennent. Simon est un pont entre les mondes, entre le rationnel et le sensible, entre le visible et l'invisible, entre le jeu et la vérité. J'ai regardé dans ses vies, j'en ai soulevé un peu en lien avec son incarnation présentement. La première que j'ai vue, c'était un troubadour dans l'Europe médiévale, chantant des récits de guérison, de justice, de beauté. Il portait la parole comme une offrande. Il manquait plusieurs dents. Et j'ai vu un médecin philosophe en Perse, étudiant les liens entre le corps, l'âme et les étoiles. Il soignait aussi par les mots qu'avec les plantes. Donc, un utiliseur de conscience pour justement élever et révéler. L'autre mémoire que j'ai vue, c'est un peintre dans la Renaissance italienne, obsédé par la lumière, les visages, les regards. Il cherchait à capturer l'âme dans les yeux. Et puis, j'ai vu aussi un moine taoïste en Chine. Je l'ai mis pour notre table ronde. Mais il vivait près d'une rivière et il méditait sur le souffle, le vide et le mouvement du juste. Il y a eu une très grande présence, là. Il s'est habitué à maintenir son intelligence. En tout cas, ça a été particulier. C'est une incarnation où c'est elle avec qui j'ai eu plus de temps. On a échangé avec cette partie-là de qui il est. Ça m'a fait du bien de le voir. Il était autodidacte avec beaucoup d'amour, mais il était comme fermé à tout lien avec l'étranger, les étrangers. Fait que c'était une énergie qui était plutôt introspective. Ouais, c'est dur à décrire, mais en tout cas, c'était une énergie concentrée sur lui. Mais en tout cas, ça forgeait en lui une intelligence intuitive, puis une tendresse incarnée et une capacité à lire les autres sans les enfermer. Il a travaillé également pour aller chercher ses autres aptitudes mentales. Tu sais, il y a le haut mental, il y a le corps mental. Bon, le chemin est illuminé dans ses aptitudes psychiques. Il a fait semblant dans son rôle de Patrick Jane, mais il a quand même passé le chemin pour le développer dans le Simon Baker de qui il est. C'est pour ça que son personnage est aussi crédible, même s'il ne croit pas au médium, la médiumnité est souvent pratiquée chez lui dans le haut mental. Bref, la sixième trame sonore est Ain't No Other Man. C'est une tribute à Simon Baker parce qu'effectivement, j'ai pas eu tant d'expression artistique à pouvoir vous partager. Alors, ce tribute est un hommage vibrant à Simon, monté sur le rythme envoûtant de la chanson. À travers une sélection de ses prestations marquantes, elle célèbre l'homme unique qu'il est, à la fois charmeur, fin et profondément incarné. Chaque regard, chaque geste, chaque sourire devient une note dans cette chorégraphie visuelle et ce montage affirme avec éclat qu'il n'y a pas d'autre homme comme lui, une façon puissante et joyeuse de conclure son volet avec reconnaissance et lumière. J'ai un message, mais oui, de l'âme de Simon. Il nous dit, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avancer, il suffit parfois de ressentir. Le monde vous pousse à répondre vite, à tout expliquer, à tout maîtriser. Mais l'essentiel se glisse dans les interstices. Un regard qui dure une seconde de plus. Un silence qui contient plus de vérité que 1000 discours.
un souffle qui vous rappelle que vous êtes vivant. J'ai appris que la beauté ne se crie pas, elle s'invite. J'ai appris que la douleur ne se combat pas, elle s'écoute. J'ai appris que la liberté ne se conquiert pas, elle se respire. Vous êtes plus vaste que vos rôles, vous plus profond que vos blessures et plus lumineux que vos doutes. Ne cherchez pas à être parfait. Soyez présent, soyez vrai, soyez tendre. Et quand vous ne savez plus quoi faire, marchez pieds nus, regardez le ciel ou laissez-vous porter par une vague. Car la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est une danse à ressentir. Et si vous perdez, souvenez-vous, il n'y a pas d'autre homme, pas d'autre femme que vous ici, maintenant, pour incarner ce souffle unique. C'est alors que j'ai offert à Simon aussi un espace où il n'a rien à prouver. Un lieu vibratoire où son cœur peut se déposer sans masque, sans rôle, sans attente. Je lui offre la douceur qu'il offre aux autres, mais qu'il oublie de recevoir. C'est un peu pareil comme Gibbs, à vrai dire, mais mon offre contient la mémoire de son essence, avant les caméras, avant les regards, avant les attentes. C'est un miroir d'âme, non pour refléter n'importe quoi d'apparent et de ce qu'il voit, mais pour se rappeler qu'il est complet. Et puis que la mer en lui trouve son calme, que son dos, son souffle, son ventre soient bénis par la lumière, qu'il puisse danser, non pour divertir, mais se libérer. Je lui offre la tendresse du féminin sacré, celle qui ne demande rien, mais qui voit tout, celle qui ne juge pas, mais qui bénit, celle qui ne retient pas, mais qui accompagne. Et je lui offre également un sanctuaire invisible, un lieu où l'âme peut se reposer et se souvenir qu'elle est aimée, non pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Et c'est une offrande de repos vibratoire, de reconnexion à l'essentiel et de tendresse sans condition. Et c'est un espace de vérité nue, là où il peut se déposer, autant au niveau de ses rôles, de ses blessures et ses attentes, pour simplement être. En tout cas, c'était son besoin dominant dans ses énergies. J'ai trouvé justement qu'il y avait plusieurs points en commun entre nos deux invités d'ailleurs. Et puis, ben, Simon, en tant que messager du subtil, nous offre à nous une bénédiction de clarté et de liberté, comme si c'était une permission de ne pas être parfait, de danser même quand on doute, de rire même quand on a mal. C'est une offre de la beauté du flou, là où l'âme se glisse entre les mots, de regarder ce qui ne juge pas, mais par les voies de l'accueil. Et puis, c'est une mémoire du jeu sacré, celui où on incarne sans se perdre, où on l'explore sans se fuir et où on aime sans se dissoudre. Et c'est une légèreté comme médecine, un mouvement comme prière et un silence comme réponse. Et là, on a comme échangé encore et puis on est convenu que si un jour on se sentait seul, souvenez-vous, il y a toujours quelque part une âme qui vous voit et qui vous bénit en secret. Et c'est une offrande de liberté intérieure, de permission d'être, de joie incarnée. Et nous transmet la sagesse du jeu, la guérison par la légèreté et la force du regard qui comprend sans enfermer. C'est alors que je l'ai béni en lui disant, Simon, toi qui marches entre les mondes, toi qui regardes sans juger, toi qui danses avec les silences, je t'adresse cette bénédiction, non comme un adieu, mais comme une reconnaissance. Je bénis l'homme derrière le sourire, celui qui doute parfois, mais avance, celui qui tombe, mais se relève avec grâce, celui qui aime même quand c'est fragile, celui qui voit même quand il ne dit rien. Je bénis ton regard, ce regard qui lie les âmes, qui console sans toucher, qui éclaire sans brûler. Je bénis ton corps, ce corps qui a porté des rôles, des douleurs, des renaissances. Que ta colonne retrouve sa fluidité, que ton souffle soit libre,
que ta cicatrice devienne mémoire sacrée et non blessure. Je bénis ton cœur, ce cœur discret, loyal et tendre, qu'il soit nourri, reconnu et aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Je bénis ton chemin de l'Australie à Hollywood, du surf à la scène, du jeu à la vérité. Tu es un passeur, un messager, un homme de lumière douce. Je bénis ta voix, celle qui ne crie pas mais qui touche, celle qui ne cherche pas à convaincre mais qui éveille, celle qui rappelle que la beauté est un souffle, pas une performance. Et je bénis ton âme, or pâle et turquoise, cette âme qui a été troubadour, peintre, moine, guérisseur, qui revient pour aimer mieux, pour dire vrai, pour incarner le subtil. Et bon, tout ça pour dire que tu nous rappelles que la vie est une danse, pas une démonstration, un souffle, pas une course, un regard, pas un jugement. Tu es un frère du subtil, un compagnon de lumière, un homme qui marche avec grâce et qui nous montre que la liberté, c'est d'oser être soi. Alors merci pour ta fréquence, ta vérité et ta lumière, et que la mer te berce, que le vent te parle, et que le feu en toi reste vivant, et que la terre te soutienne toujours. Et voilà, chers auditeurs, notre 131e émission touche à sa fin. Avec une immense gratitude, je tiens à remercier Lynn et Benoît, piliers de cette aventure, pour leur présence, leur soutien et leur lumière dans chaque segment. Merci à vous, auditeurs fidèles, et à toutes les âmes qui se sont jointes à nous pour vibrer aujourd'hui, visible ou invisible, incarné ou en mémoire. Et si cette émission vous a touché, je vous invite à aimer notre chaîne YouTube et notre page Facebook d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Chaque geste, partage, commentaire est une bénédiction qui nous aide à faire rayonner cette transmission. Et pour ceux et celles qui ont suivi les 3 saisons complètes, je vous invite à me contacter. Vous êtes les bienvenus pour faire partie du gros focus de l'émission, un cercle vibratoire où nous co-créons la suite avec conscience et amour. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau volet, une nouvelle fréquence, une nouvelle rencontre d'âme à âme. D'ici là, prenez soin de la lumière, de votre lumière, et souvenez-vous, chaque regard vrai est une guérison, chaque silence habité est une prière. Avec tendresse, Julie Leblanc, gardienne du vivant et de la parole vibratoire. Passez une magnifique semaine. Namasté. Olé.